La fossilisation est un processus extrêmement rare, quelque chose qui n'arrivera qu'aux plus chanceux d'entre nous, et il est donc normal que les fossiles soient assez peu abondants. Cependant, la Terre eut de nombreux habitants différents par le passé. À l'instant où nous parlons, des trillions d'animaux vivent avec nous sur notre belle planète. Ainsi, l'existence d'une grande diversité de fossiles n'est pas surprenante, au point où toute une industrie se développa autour. Au vu de leur quantité, la découverte d'un fossile quelconque est aujourd'hui considérée comme normale. Et même si une nouvelle espèce est découverte, généralement il s'agira d'un membre d'un taxon déjà bien connu. Par exemple, nous pourrions découvrir une nouvelle espèce de dinosaure, certes, mais appartenant au groupe déjà bien connu des hadrosaures. Il est donc extrêmement rare de découvrir quelque chose de totalement nouveau. Mais ceci arriva plusieurs fois, et ces découvertes donnèrent des migraines aux plus grands paléontologues, totalement désorientés par ces créatures étranges, étant encore aujourd'hui des énigmes pour la science. Et il n'y a pas de meilleure illustration que notre premier candidat, le Tullymonstrum, plus connu sous le nom de Tullymonster. Et le terme monstre est tout à fait adapté pour qualifier cet animal, car il devait être aussi bizarre qu'affreux, mais surtout déconcertant. Son histoire remonte à 1966, quand un collectionneur amateur explora la formation de Mason Creek, datée du Carbonifère, en Illinois. Lors de cette excursion, il découvrit non pas un, mais de multiples étranges fossiles, et la seule chose qu'il puisse dire à leur sujet est qu'il s'agissait d'une sorte d'animal. C'est vraiment histoire d'eux, car il n'avait strictement aucune idée de ce que c'était. Après en avoir collecté un certain nombre, il décida d'en envoyer au Muséum d'Histoire Naturelle, pour solliciter l'avis de paléontologues émérites. À sa grande surprise, le groupe de scientifiques était aussi perplexe que lui. Intrigué par cette créature en forme de cigare, disposant de 3 nageoires, d'yeux montés sur des appendices, et d'un long proboscis terminé par un bec. Il ressemblait à un animal tout droit sorti du jeu Subnautica, et clairement pas le plus mignon. La seule bonne nouvelle était sa taille modeste, avec des fossiles ne dépassant pas les 35 cm de long. Cette drôle de bestiole attira la curiosité de nombreux chercheurs, aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde, mais personne ne put identifier clairement sa nature. De nombreuses hypothèses furent proposées, affirmant tour à tour qu'il était un mollusque, un arthropode, un conodonte, un ver, un tunicier ou même une sorte de vertébré. Le seul élément sur lequel ils s'accordèrent fut qu'il s'agissait d'un animal aquatique. Bien qu'aujourd'hui l'Illinois soit une vaste prairie, des centaines de millions d'années plus tôt, cette région était recouverte par une mer tropicale peu profonde. Ainsi, les paléontologues en déduisirent qu'il devait s'agir d'un organisme pélagique vivant près des côtes. Cela signifie qu'il vivait en pleine eau et n'était pas rattaché à aucune structure. Encore de nos jours, près de 60 ans après sa découverte, nous ne savons pas grand-chose de plus sur cette bestiole. Enfin, il a été classé comme un bilatérien, ce qui, avouons-le, n'est pas très précis, car cela représente plus de 98% des animaux sur Terre. Les chercheurs n'arrivent même pas à statuer s'il était un vertébré ou non. Nombreux sont convaincus d'avoir percé les secrets du Tullymonster, mais toutes leurs hypothèses furent rejetées jusqu'à présent. Cependant, nous en connaissons un peu plus sur son mode de vie. Il devait être un petit prédateur pélagique, au vu de la forme de sa bouche et de son corps, préférant les eaux très riches en nutriments, peut-être même les estuaires. Mais à part ça, cette créature reste bien mystérieuse. Et cela ne fait que commencer. Pour notre second candidat au titre de la créature la plus étrange, restons aux États-Unis avec un nouveau fossile retrouvé au Montana dans les années 70 et ne ressemblant à aucun animal connu. Voici donc le Typhloesus. Cette remarquable découverte provient de la formation Bear Gulch datant du Serpukhovien, soit il y a 330 millions d'années. Ce fossile était si mystérieux pour les paléontologues qu'il fut délibérément laissé à prendre la poussière dans un coin, attendant qu'un courageux scientifique se casse le cerveau en essayant de comprendre cet animal. Les seuls éléments clairement identifiables étaient que cet animal était assez plat, de petite taille et possédait une nageoire à l'arrière du corps. Mais sinon, que dalle. Enfin, ce n'est pas tout, mais les nouveaux éléments découverts rendirent les scientifiques encore plus confus. En effet,
Cette bestiole n'aurait eu aucun appendice, pas de thorax ni d'anus, et aurait disposé d'un organe unique, jamais observé chez aucun autre animal, le Pherodiscus. Nous n'avons aucune idée d'à quoi il pouvait servir, juste qu'il était constitué d'une forte teneur en fer. Et que faites-vous lorsque vous trouvez un fossile très ancien et super bizarre? Eh bien vous le classez parmi un clade tout aussi étrange et énigmatique. Dans ce cas-là, les conodontes. Ces animaux formaient un groupe de vertébrés agnates, sans mâchoire, prospérant dans tous les écosystèmes aquatiques de l'époque. Et cette première hypothèse n'était pas si absurde, étant donné que les paléontologues retrouvèrent un spécimen portant des dents assez similaires à celles des conodontes. Une grande avancée dans la résolution de cette énigme, assurément. Manque de bol, un scientifique réalisa que ces dents n'auraient pas appartenu au Typhloesus, mais à son dernier repas, car ses dents étaient dans son tube digestif. Donc allez, retour à la case départ. Au moins, il savait désormais qu'il s'agissait d'un petit prédateur vivant dans les eaux peu profondes d'une mer tropicale. Ce pauvre Typhloesus resta donc sur une étagère 30 années de plus. Mais enfin, en 2022, de nouvelles études furent menées et proposèrent que cet animal fût peut-être, roulement de tambour, un mollusque. Cette idée viendrait de la découverte d'indices suggérant qu'il disposa d'une langue protractile munie de dents, qu'il utilisait un peu comme un caméléon. Cela semble étrange, mais il se trouve qu'aujourd'hui, plusieurs espèces de mollusques chassent de cette manière, avec une structure appelée radula, qui, chez certaines espèces, prit la forme d'un harpon ou d'une ventouse. Ainsi, cette hypothèse semble assez plausible. Un gros problème demeure cependant, la fameuse convergence évolutive. Il se trouve que des organes ressemblant à des radulas apparurent chez d'autres taxons à travers le temps. Donc, il est encore trop tôt pour définir clairement ce qu'était cette drôle de petite bestiole. Il s'agit sans doute de l'un des cas les plus difficiles à résoudre, mais bon, au moins il s'agit d'un seul animal. En effet, parfois ce sont plusieurs fossiles mystérieux qui furent retrouvés dans la même formation. Nos prochaines créatures énigmatiques proviennent en effet du même endroit que le célèbre Tully Munster, la formation de Mason Creek. C'est là que deux fossiles bien distincts furent découverts, et ceux-ci ont tellement déconcerté les scientifiques que les meilleures comparaisons qu'ils aient pu faire pour les décrire étaient des lettres de l'alphabet. Ces fossiles furent nommés Etakistis et Escumacia. Bien qu'ils ne soient probablement pas liés entre eux, ils sont souvent représentés en duo, sobrement nommés les animaux H et Y. Etakistis, celui en forme de H, est probablement le plus étrange visuellement parlant. Il ressemblait littéralement à un H, avec une drôle d'excroissance en son centre. Comme on pouvait s'y attendre, on ne sait que très peu de choses sur le pourquoi du comment de cette forme si particulière. Les chercheurs pensent qu'il se nourrissait de particules et d'organismes flottants, et qu'il était peut-être une colonie d'animaux qui grandissait durant toute son existence. Ceci indiqué par la grande variabilité de taille parmi les spécimens retrouvés. Outre les différences de taille, il existait aussi différentes formes. La poche centrale pouvait être circulaire, en forme de cœur, ou bien rectangulaire selon les individus. Ainsi, avec de gros guillemets, les chercheurs affirmèrent qu'Etakistis appartenait au clade des hémicordés, un groupe qui inclut les entéropneustes et les ptérobranches. Ironiquement, son camarade, l'Escumacia en forme de Y, avait l'air plus ordinaire. Mais il se trouve qu'il posa beaucoup plus de problèmes sur le plan taxonomique. Cela vient principalement de sa relative ressemblance avec les animaux de mer, sauf qu'il présente des caractéristiques absentes chez ce taxon, une symétrie bilatérale et un véritable tube digestif se terminant par un anus. Tout ceci rendant sa classification extrêmement difficile. On sait seulement qu'il s'agissait d'un animal doté d'une bouche sous forme d'une grande fente située entre ses bras. D'ailleurs, leur fonction reste totalement inconnue, et nous ne savons même pas s'ils étaient vraiment des appendices. Une chose est sûre cependant, c'est que moins de 20% d'entre vous sont déjà abonnés. Donc, si vous êtes curieux ou passionné de zoologie, un petit abonnement nous ferait bien plaisir. Si vous êtes familier du Paléozoïque, vous savez que le Cambrien était une époque peuplée de créatures particulièrement étranges. Mais il y eut encore pire, avec des formes de vie tellement bizarres que les chercheurs ont décidé de les regrouper en un seul grand groupe, la faune édiacarienne. Comme son nom l'indique, tous ces animaux proviennent de la période édiacarienne,
prenant place entre 635 et 538 millions d'années avant notre ère. C'est à cette époque que les fossiles d'organismes macroscopiques sont devenus de plus en plus communs. Ainsi, de nombreuses étranges créatures vécurent à cette époque. Mais parmi elles, il y en avait une que l'on pourrait décrire comme un véritable monstre d'Elden Ring. Une sorte d'arbre fait de chair et couvert de pics. Laissez-moi donc vous présenter Namaquelathus, le combo parfait pour un super monstre de SF. Des scientifiques pensèrent qu'il s'agissait d'une sorte de végétal, jusqu'à ce qu'on réalise que son tronc était en fait calcifié. En d'autres termes, ce n'était pas une plante primitive, mais un animal. Et surtout, il s'agit du plus ancien squelette connu à ce jour. Mais ce n'est pas tout, car ce squelette s'avéra être à la surface de son corps, ce qui l'aurait rendu encore plus cauchemardesque. Namaquelathus méritait bien son titre de monstre. Non, mais vraiment, car cette chose aurait été recouverte de tentacules préhensile et de rangées d'épines capables de déchiqueter tout ce qu'il touchait. Et vous voyez ces drôles d'ouvertures? Elles étaient des sortes de cavités, variant en taille, et probablement remplies de matière organique. De quoi donner des cauchemars aux trypanophobes. À quoi elles servaient? Aucune idée. Et il est préférable pour ses contemporains que ce ne soit pas pour chasser. Pour rajouter une dose de bizarrerie, ces ouvertures pouvaient prendre des formes très diverses, telles qu'un cercle, un cœur, un croissant, un hexagone, un heptagone, etc., etc. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que cet animal pouvait aussi ajuster sa taille selon son environnement et était présent quasiment partout sur le globe. Cependant, comme nombre de créatures étranges, il semblait préférer les grandes profondeurs, telles les plaines abyssales. Donc, question, c'était quoi ce truc? À première vue, on pourrait dire un corail qui a très mal tourné, mais comme pour les fossiles précédents, bien sûr que non, ce serait trop simple. En effet, sa structure était beaucoup trop complexe pour être du corail, donc au final, on sait pas. Juste qu'il était vivant et vraiment bizarre. Et il se trouve qu'il n'était pas le seul. Nombre d'autres formes de vie de l'époque rentraient dans le groupe peu scientifique des machins-trucs-mûches, tels que l'énigmatique Dickinsonia par exemple, ressemblant en tout point à un tapis de salle de bain, sauf que celui-ci était vivant et probablement mouvant. Beaucoup d'autres animaux plats vivaient à l'époque, comme Vendia et Sprigina, tout aussi mystérieux. Toutes ces bestioles étaient si uniques qu'elles furent regroupées dans un groupe assez fourre-tout, les Proarticulata. Ce groupe comporte aujourd'hui des tonnes d'étranges fossiles, mais malgré leur diversité et leur abondance, on ne sait toujours pas à quel clade ils sont apparentés. Et le mystère ne s'arrête pas juste à leur taxonomie. Leur morphologie et écologie le sont tout autant, avec aucune hypothèse basée sur des preuves solides. Un détail particulièrement frustrant est qu'ils paraissent parfaitement symétriques, mais ils ne le sont pas. Regardez-moi ça. Presque. Ah, c'est tellement frustrant. Et pour couronner le tout, ils n'auraient laissé aucun descendant après les Diacariens, laissant suggérer que le mystère perdurera à jamais. Alors oui, je sais que tout ceci devient assez répétitif, mais il existe une autre ère géologique qui s'avère avoir dépassé tout ce que nous avons vu précédemment en termes de bizarrerie, le Riacien. Pour rejoindre cette époque, vous devez remonter loin, très loin dans le temps. Il y a 2,1 milliards d'années pour être exact. La Terre était littéralement infernale, et ce n'est pas pour rien que cette époque s'appelle le Riacien, ce qui signifie rivière de lave. C'est à cette époque qu'émergea ce que les scientifiques appelèrent la faune de Franceville. Au Gabon, des paléontologues découvrirent, dans des dépôts de schiste noir, de nombreuses structures étranges. Beaucoup ressemblent à des disques, allongés ou circulaires, mais certaines prenaient aussi la forme de tubes, chapelets de perles ou même de fleurs. Ainsi, leur nature est si étrange qu'on ne sait même pas s'il s'agit de vrais fossiles. Au début, les scientifiques pensèrent qu'il s'agissait d'organismes coloniaux multicellulaires, probablement eucaryotes. Mais d'autres chercheurs ont rétorqué qu'il ne s'agissait pas d'êtres vivants, mais plutôt des sortes d'artefacts chimiques. En effet, le souci est que ces structures seraient plus anciennes de 400 millions d'années par rapport aux plus vieils exemples connus de vie multicellulaire. Sacrée découverte! Et comme vous vous en doutez, étudier des fossiles âgés de 2 milliards d'années s'avère assez complexe.
Ainsi, depuis leur découverte, le débat reste intense, mais grâce à plusieurs études récentes, il semblerait qu'il s'agirait bel et bien de fossiles. Une analyse isotopique montra une concentration élevée de zinc au sein de ces structures, un signe potentiel de métabolisme de type eucaryote. De plus, une étude parue juste l'année dernière suggère même que la région possédait les conditions parfaites pour accueillir la vie. Donc oui, imaginez une découverte si étrange que nous ne savions même pas s'il s'agissait d'un vrai fossile. Et si la faune de Franceville était bien une faune, nous avons plusieurs indices sur leur mode de vie. Au vu de la forme plate et discoïdale, ainsi que leur absence d'appendice, ces choses ne devaient pas pouvoir se mouvoir. Elles vivaient donc probablement de manière planctonique dans des deltas chauds et peu profonds, assez rares pour l'époque. Ce qui est drôle avec cette histoire et les autres exemples plus tôt, c'est que dans bien des cas, c'est une apparence étrange qui crée la confusion. Mais parfois, un fossile peut ressembler à quelque chose de très familier et pourtant rester plein de mystères. Laissez-moi donc vous présenter Nectocaris. Découvert en 1910 dans les célèbres schistes de Bourgès, ce fossile se retrouva noyé dans la quantité de fossiles retrouvés à cet endroit. Mais bien plus tard, un paléontologue se pencha finalement sur cette créature. Il la décrit comme un nouvel étrange animal, un peu comme une crevette allongée, et la baptisa Nectocaris. Le chercheur à l'origine de sa description était assez confus, car il vit de nombreuses ressemblances avec les arthropodes, mais aussi des caractères qui n'avaient entre guillemets rien à faire là, comme des nageoires orientées à l'envers par exemple. Ainsi, il ne sut pas vraiment comment le classer et jeta l'éponge. Plus tard, un paléontologue italien a ensuite jeté un coup d'œil aux photos et affirma avoir résolu le mystère. Il proposa donc qu'il devait s'agir d'un cordé, à cause de la forme de ses nageoires et la présence d'une prétendue notocorde, une synapomorphie de ce clade. Et cela faisait plutôt sens, car cette hypothèse resta en place pendant près de 20 ans, jusqu'à ce que de nouveaux éléments furent découverts, indiquant que les précédents fossiles étaient incomplets. Ceci qu'en 2010, 91 nouveaux spécimens en meilleures conditions furent retrouvés. Et surprise, surprise, ils ne ressemblaient pas du tout à une crevette, mais plutôt à une créature proche des calamars, avec seulement 2 tentacules, un corps en forme de cerf-volant, 2 yeux sur des tiges, et encore plus étrange, aucune bouche ou orifice quelconque, à l'exception notable d'un grand entonnoir qui aurait pu être un proboscis réversible. Autrement dit, il pouvait se retourner de l'intérieur vers l'extérieur. Charmant, n'est-ce pas? Ainsi, au vu de sa ressemblance avec les céphalopodes, on a cru que le mystère fut enfin résolu. Il aurait été le premier d'entre eux, précédant de 30 millions d'années les autres représentants de ce groupe. Mais bon, comme vous vous en doutez, cela n'allait pas être aussi simple. Cette fois-ci, le problème est que cette théorie contredit tout ce que nous savions de l'évolution des céphalopodes. Pour la faire courte, ce serait comme trouver un fossile ressemblant à l'homme moderne, plus ancien que l'apparition des premiers primates. Résultat, cette hypothèse fut abandonnée. Et nous voilà de retour à la case départ, cet animal étant toujours sans famille. Cependant, en 2019, un fossile assez similaire fut découvert, et ainsi nommé Nectocotis. Et ensemble, ils furent ainsi classés au sein d'une hypothétique famille, les Nectocarididés, en attendant sagement de nouveaux éléments pour une classification plus rigoureuse. Bref, la paléontologie, c'est quand même sacrément compliqué parfois. Allez, merci de votre attention, et on se dit à la prochaine, aux os perdus.